Merci. Et nous passons tout de suite à la communication de Thérence de Montredon. Alors, Thérence de Montredon est docteur ès-lettres de l'Université de Genève. Il a fait une thèse sur le décor peint des maisons médiévales et cette thèse est publiée dans un livre que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, qui est paru en 2015 et qui est déjà épuisé. Et oui. Et donc nous aimerions bien qu'il soit réédité avec, si j'ai bien compris, des nouveautés, mises à jour. Oui, il faudrait l'augmenter, oui. Voilà. Pas mal de nouveautés. Il a aussi publié plusieurs articles, toujours sur le même thème, dans différents articles, et en particulier dans le dernier numéro du bulletin monumental consacré au décor peint du château de Tess, du châtel de Tess. Son statut actuel, c'est auto-entrepreneur et donc expert en histoire de la peinture murale des demeures médiévales. Et il est aussi conseiller pour le patrimoine auprès de la commune de Tess dans le cadre de la restauration du châtel. Donc voilà, il est très présent, c'est une cheville ouvrière de la mise en valeur de ce lieu. Et donc il nous parle aujourd'hui du décor peint du château de Larnagol, oui. Merci Géraldine. Oui, donc le château de Larnagol que vous voyez ici, qui à première vue n'a pas une apparence très très médiévale, mais évidemment vous avez tous repéré la fenêtre géminée qui se trouve ici, qui elle est bien médiévale, qui a été réouverte en 2001. Et à y regarder d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'il y a d'autres traces, comme ici un peu plus loin, il devait y avoir une seconde fenêtre géminée. Et donc ces traces d'architecture médiévale donc, permettent effectivement de s'apercevoir de l'ancienneté de ce bâtiment. Et les décors dont je vais vous parler se trouvent justement dans la pièce qui est derrière ces fenêtres. Alors, Larnagol se trouve, vous voyez Cahors ici, et Larnagol se trouve sur le Lot, à l'est de Cahors, voilà, pour vous situer un petit peu où se trouve ce bâtiment, donc vraiment au bord du Lot. Et maintenant, voici l'intérieur de la fenêtre que vous venez de voir depuis l'extérieur, avec ce reste de peinture murale dont j'ai fait un petit relevé, voilà. Et donc ce décor avait déjà été découvert en 2001 et avec une première restauration, donc on savait qu'il y avait de la peinture. Et on avait déjà essayé d'en trouver d'autres. Il y avait eu des sondages qui avaient été faits en 2012 dans la pièce sur les murs sud, notamment surtout sur le mur sud et sur le mur est, qui sont ceux-ci. Donc sondage effectué par Diane-Henri Lormel et qui malheureusement, par manque de chance, n'avait rien trouvé. Et pourquoi il n'y avait pas eu de sondage sur les deux autres murs? Parce que ces deux autres murs selon l'étude archéologique de 2000 due à Valérie Rousset, avait été reconstruit au XVIe siècle. Donc il était logique de ne pas faire de sondage sur ces murs, a priori. Donc vous voyez ici, donc je vais revenir sur les deux autres murs, mais vous voyez ici un centaure qui est un centaure un peu particulier, puisque au lieu d'avoir un arc, il a une lance et un bouclier, et il se dirige vers la gauche. Donc si on regarde la pièce en entier, vous voyez la fenêtre géminée là sur la droite, donc elle est évidente ici, et les traces que je vous ai montrées sur la façade tout à l'heure se situent environ par ici. Donc il devait y avoir une seconde fenêtre géminée ici, et ce centaure devait affronter un deuxième être hybride ou sans doute un être fantastique, voilà, qui se trouvait donc dans les coins sombres de la seconde fenêtre, très probablement. Et l'une des découvertes qui a été faite lors des travaux récents en 2021, c'est, et je vais commencer par là, une nouvelle fenêtre percée dans le mur sud. Et donc là, on a commencé à dégager un petit peu cette fenêtre, mais sans aller trop loin, parce que vous apercevez sur la droite qu'il y a ici une ouverture moderne, et donc il fallait pas perturber la structure de la pièce, et il y avait des problèmes d'équilibre, on va dire. Et dans les coinçons de cette fenêtre, on a trouvé un décor dont je vais vous montrer tout de suite un relevé pour que ce soit plus clair. Voilà. Et c'est assez exceptionnel parce que c'est un pan. C'est un pan qui fait la roue avec les ocelles blancs. Et donc c'est un motif
qui est pas vraiment, enfin en tout cas que moi je ne connais pas en peinture murale civile dans les maisons médiévales. Et c'est assez intéressant de voir son emplacement. Donc j'ai fait une reconstitution de cette fenêtre qui se trouve donc au sud. Et l'entrée de la pièce est à l'opposé de cette fenêtre. C'est-à-dire que quand on rentrait dans la pièce, on était face à ces fenêtres, à cette fenêtre par laquelle entrait la lumière principalement, puisqu'elle est au sud. Et vous aviez cet animal qui fait la roue, donc qui était une sorte de symbole solaire, sur un fond qui est très sombre, et avec des couleurs par contre de l'animal, et notamment de la roue de l'animal, qui ne sont pas les couleurs naturelles, mais des couleurs jaunes et blanches qui devaient donner une impression de lumière, surtout en augmentant le contre-jour grâce à ce fond obscur. Donc cet élément de décor devait ressortir de manière assez incroyable. Et c'est intéressant de voir qu'on ait choisi un paon, parce qu'effectivement, bon, les paons font partie des ménageries princières et sont des animaux très appréciés au Moyen-Âge. Et peut-être qu'à l'Arnagol, on n'avait pas forcément de paon, enfin j'en sais rien, mais en tout cas, le propriétaire des lieux devait savoir, connaissait forcément la valeur de ces animaux et a voulu représenter dans sa salle de réception, dans une de ses salles en tout cas, cet animal et le mettre en valeur avec ce contraste de lumière. Voici donc les murs nord et ouest. Et alors donc quand ils ont été décroutés, on a découvert, outre le décor, deux éléments intéressants. Un placard mural, contemporain puisque la peinture entre dans le placard, et une grande porte assez curieuse parce qu'elle est très très haute. Vous voyez la porte d'aujourd'hui qui déjà est assez haute, mais la porte médiévale donc vient jusqu'ici, descend jusqu'en bas. Les niveaux sont grosso modo bons, à peu près. Et là, elle vient vraiment sur l'angle du mur, les deux murs étant médiévaux puisque la peinture continue. Il n'y a pas de solution de continuité entre les deux murs. Donc une porte immense, avec là aussi des retours de peinture dans l'ébrasement de la porte. Donc voilà, le décor est mis en place en tout cas après la réalisation de ces éléments. Alors ce décor, voici un relevé, voici donc ce trait correspond à l'angle du mur, voici la grande porte dont je vous parlais, le placard, et c'est un décor qui est assez effacé, il faut le dire, mais qui représente une série de quadrilobes à redans dans lesquels sont inscrits des blasons armoriés. Et ensuite, dans les formes qui sont dessinées par ces quadrilobes, vous avez un premier registre de palmettes, et puis un second registre ici, avec des petits personnages. Alors là, il y a un être hybride qui apparaît ici, et puis vous avez un autre personnage qui apparaît ici, et là il y avait surtout un autre personnage. Donc ce second registre était sans doute, je pense qu'il n'y avait pas de palmettes, mais que des personnages hybrides ou pas. Alors je vais vous montrer ce que ça donne avec le décor. Mais ça c'est une photo du décor, avec le relevé dessus. Je vous montre directement cette photo pour faciliter la lecture, on va dire. Et donc vous voyez que apparaître ce petit personnage ici, qui tient une épée. Et ici, vous avez la queue de la partie animale de cet être hybride. Et alors, j'attire votre attention tout de suite sur quelque chose d'assez particulier, c'est que ce personnage qui porte une épée a l'air d'être un personnage masculin, mais avec un décolleté assez important. Et ça, pourquoi j'attire votre attention là-dessus? Parce que c'est un élément de la mode des années 1320-1330. Donc c'est un élément de datation assez important parce que ces décolletés dans l'habit masculin disparaissent ensuite rapidement, n'existent pas avant, ils disparaissent après. Donc c'est un élément intéressant et qui corrobore un autre élément de datation qui est en réalité les hommes qui sont posés sur chaque écu. Alors, voilà. Un détail, vous voyez, ce qui est particulier dans ce décor héraldique, puisque finalement tous les quadrilobes sont remplis d'écus, donc on peut vraiment parler de décor héraldique, c'est que les blasons sont posés sur le côté avec un homme, à chaque fois un homme qui est peint sur la pointe du blason. Et ça renvoie à des choses que l'on connaît dans le domaine germanique, dans ces années 1310-1340. Donc là, je vous montre le rôle d'armes de Zurich, qui est une sorte d'armorial, voilà, des familles
germanique, et le fameux Codex Manesse, donc 2 exemples de ces années-là, où on a exactement la même disposition. Mais en revanche, en France et dans le midi de la France, personnellement, je connais pas d'exemple à ces époques-là. Ce qu'on peut avoir, la seule chose que j'ai trouvée, la seule référence que j'ai trouvée, c'est ce sceau de Philippe V de France avant qu'il devienne roi, donc avant 1316, où on a une disposition qui ressemble étrangement à ce qu'on vient de voir, à part que vous voyez un bras armé qui sort de l'écu, et donc là, on imagine qu'il y a le personnage derrière. Alors c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que ça permet de comprendre pourquoi finalement on pose des écus sur le côté avec le homme sur la pointe, parce que finalement c'est la position dans laquelle on les voit quand le personnage est derrière. Et ce saut, qui est une sorte de transition dans la représentation donc des écus entre l'écu droit et l'écu de côté, est très intéressant parce qu'il permet de comprendre cela. Mais j'ai pas trouvé d'autres occurrences, et puis j'en ai parlé notamment à Laurent Ablot qui n'a pas qui a pas su me dire non plus, donc je sais pas si vous connaissez des exemples de la première moitié du XIVe siècle, qui soient français et encore plus dans le sud-ouest de la France, je suis preneur et intéressé. Voilà, donc ces blasons. Alors je vais revenir un instant en arrière pour qu'on voit pour qu'on regarde un instant le. Je peux pas. Si, voilà. Je reviens un instant en arrière pour vous montrer une spécificité de ce homme. C'est que il a une visière bien particulière. Alors peut-être qu'on le voit mieux voilà, on le voit mieux peut-être ici. Vous voyez, ce sont des hommes à visière mobile. Hein. Il y a une charnière sur la visière et avec des visières plates. Ça, c'est très intéressant aussi, parce que j'en ai parlé à des spécialistes de l'armement, et c'est un type de homme qui est daté des années, qui apparaît autour de 1330, mais dont on n'a aucune trace archéologique. Et à tel point que certains spécialistes de l'armement se sont demandé s'il avait existé. Et donc là, avec sa découverte est très importante finalement, parce qu'elle permet de prouver que ça existait, puisque là, il est répété sur tous les blasons, et qu'on ne voit pas comment il aurait été inventé, que l'invention graphique se retrouverait à la fois à l'Arnagol et sur d'autres, parce qu'on le connaît par d'autres dessins, on va dire. Donc voilà, donc ça c'est important aussi comme témoignage, puisque cette étape dans l'armement et dans l'évolution du homme n'est pas connue par ailleurs. Et ça permet aussi évidemment de dater à nouveau le décor, toujours autour de 1330, dans les années 1320-1330, on va dire. Alors, ensuite, évidemment, on peut se pencher sur l'héraldique. Je vais vous montrer un petit peu ces blasons, toujours avec le relevé calqué en anglais très noir que vous voyez sur les photos. Ce sont mes relevés qui permettent de voir un peu mieux de quoi il s'agit. Là, on a un facet, là, on a un coupé de galets d'argent. Donc, pensez que l'écu est toujours posé de biais. Hein. C'est pour ça que là, vous voyez, c'est un peu curieux, parce qu'on est dans l'angle du mur. Mais voilà ce que ça donnerait. Ici, un écu avec une bande, un écu avec un chef de gueule, une autre bande, et voilà donc le relevé avec tous ces éléments numérotés, et donc là j'ai repris un certain nombre de ces écus. Alors, si on se penche un peu sur l'histoire du château de l'Arnagol, sur l'histoire de l'Arnagol plus largement, on a une première mention, apparemment la première mention de la seigneurie de l'Arnagol, ce serait en 1215, quand Bertrand de Cardaillac prête hommage à Simon de Montfort. Et durant le XIIIe siècle, on a 2 autres familles importantes qui apparaissent, c'est la famille de Barrasque et la famille de l'Arnagol. Et puis, à partir du XIVe siècle, c'est la famille de Calvignac qui devient seigneur de l'Arnagol. Et ces Calvignac sont apparentés aux Barrasques. Donc on voit déjà que les familles du XIIIe qui étaient là précédemment sont apparentées aux familles qui prennent la place au XIVe siècle. Et on voit donc on a un Guillaume de Calvignac qui se marie avec une Alasie de Barrasque, et qui ont pour enfant donc Dorde ou Déodat de Calvignac.
Et à partir du milieu du XIVe siècle, la seigneurie passe à la famille de Caussade de Pucornet, après un mariage donc avec une autre Alasie qui est la fille de Déodat de Calvignac. Donc là aussi, par mariage, on change de famille et on passe donc dans une famille qui est la famille de Caussade. Et donc si on regarde ces blasons, alors là j'ai mis des noms, mais il faudrait mettre des points d'interrogation un petit peu après parce que c'est compliqué, parce qu'on est sur des familles qui sont des familles pas très importantes, c'est pas de la très grande noblesse. Donc c'est des familles avec pas mal de branches différentes, qui ont des sceaux qui évoluent dans le temps assez rapidement. Et par exemple, les Balaguier, on a effectivement un sceau, on sait qu'il y a un des membres qui porte un facet de gueulet d'or, mais seulement en 1415. Auparavant, notamment en 1300, on a un Bertrand de Balaguier qui est co-seigneur de Cajarc, et qui, lui, porte un écu avec une bande. On n'a que le sceau, donc on ne connaît pas les couleurs, mais on sait qu'il y a une bande. Vous avez vu déjà qu'il y avait pas mal de bandes dans les écus conservés. Ensuite, effectivement, les Cajarcs, donc qui eux aussi portent une bande, donc deux gueules à la bande d'or. Et puis ensuite, on a les seigneurs de la Popie qui portent aussi une bande et qui sont aussi apparentés donc d'argent à la bande de gueule. Et puis enfin, là, l'écu d'argent à la bande d'azur, le dernier que vous voyez sur la droite. C'est la famille de Durfort. Alors pourquoi je l'ai mentionné? Parce que la famille de Caussade de Pucornet serait une branche de la famille de Durfort. Donc on suppose qu'ils sont présents depuis un certain moment, aussi apparentés. Donc qu'est-ce qui est intéressant là-dedans en fait, c'est de voir que toutes ces familles, si on regarde d'où elles sont seigneurs, vous avez l'Arnagol qui se trouve ici, et puis alors là, donc il y a Saint-Cyr-la-Popie ici. Ça c'est Calvignac qui est ici, Cajarc qui est ici, et Salvignac qui est là, dont aussi les Balaguier sont seigneurs. Donc vous voyez, c'est tout des lieux qui sont très proches géographiquement, des familles qui se marient entre elles, et avec des armoiries donc qui un peu, on a l'impression qu'il y a des transferts d'armoiries avec des changements de couleurs, et donc c'est très compliqué de savoir exactement de qui il s'agit, parce que souvent en plus ces familles-là on ne les connaît que par des sceaux sur lesquels il n'y a pas de couleur. Donc quand vous avez 4 ou 5 écus avec simplement une bande, et que vous connaissez pas les couleurs des armoiries de ces familles-là, eh bien c'est un peu compliqué de savoir exactement de qui il s'agit. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que la famille de Calvignac, donc qui est seigneur, qui sont seigneurs de l'Arnagol dans la première moitié du XIVe siècle, porte aussi donc un écu avec une bande, évidemment. Et donc, il est très possible que ce soit sous leur seigneurie que soit fait ce décor, avec des alliances familiales qui sont qui sont représentés à la fois par ces écus, et le fait que ce soit en plus le même type de blason renforce le fait, finalement, ces liens par un effet visuel, on va dire. Voilà. Donc, ce décor est intéressant pour deux choses, à mon avis, c'est-à-dire à la fois la présence de ces hommes qui sont extrêmement particuliers, dont on connaît très peu d'exemples de représentation, ces hommes à visière plate, qui sont et par le fait donc d'avoir ces représentations des écus posés sur le côté avec l'homme sur la pointe, qui, à mon avis, je n'en connais pas d'autres exemples dans le sud-ouest de la France pour la première moitié du XIVe siècle. Après, ils se répandent à la fin du XIVe, au XVe siècle, on en a beaucoup, mais à cette époque pas encore. Donc, c'est assez intéressant. Voilà. Et donc, j'aimerais terminer simplement cette communication en vous disant que donc je vais revenir un peu en arrière pour vous dire donc ce décor dégagé en 2021, quelle va être sa destinée maintenant, puisqu'on est dans une propriété privée. On va garder des parties du décor ici, sur ce mur-là. A priori, le pan malheureusement va être rebouché parce que c'était trop compliqué de garder cette ouverture à côté d'une ouverture déjà existante, malheureusement. Donc c'est bien qu'il y ait une documentation photographique.
Et voilà. Donc maintenant, on pourra voir donc les parties sud et ouest. Et la présence des décors sur ces deux murs ont permis également de voir effectivement que ces murs étaient bien antérieurs au XIVe siècle et pas des murs du XVIe, ce qui était un autre élément important dans la connaissance de ce château. Voilà, je vous remercie.